Ouais, sans lunettes. Nous revenons avec nos invités Oris Donkovi, activiste panafricain, le journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On a également sur le plateau Germain Poli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les confrères, à Horus et à Adam. Allez, avant de parler du Soudan et de cette manifestation à venir samedi, précisément à Khartoum et dans les autres villes de province, on va continuer par parler du Tchad et de l'amorce des discussions entre les groupes rebelles et les partis d'opposition. Germain Pouli, on a annoncé donc ces discussions à venir. Vous pensez véritablement que ça va regrouper tous les acteurs du jeu politique tchadien? Oui, je crois que c'est l'objectif de cette cellule-là, ce comité technique qui est mis en place par le président Idriss Déby, le général, pour pouvoir prendre langue avec ces groupes armés-là et préparer ce dialogue national. Et quand on sait qui est chargé donc de gérer un peu ce comité-là, beaucoup nous aider et dont on n'a plus beaucoup entendu parler. On pensait Ancien président tchadien. Voilà, ancien président avec Hissène Habré, on a vu la guerre qu'il y a eu entre ces deux personnalités-là avant la victoire d'Hissène Habré. Et aujourd'hui, quand c'est une telle personnalité, une telle figure qu'on met au niveau de ce comité-là pour aller convaincre donc ces groupes politico-militaires-là, je pense que l'envie et la volonté de réaliser un vrai dialogue donc sont intacts auprès des dirigeants qui, il faut le rappeler dans un premier temps, avaient refusé de dialoguer avec ces groupes armés-là. Il y a eu des médiations, il y a eu peut-être beaucoup de réflexions après pour comprendre que si on veut une réconciliation, si on veut un nouveau départ au Tchad, il faut le faire de façon inclusive et le plus dangereux ou ce dont on parle le plus au Tchad, c'est pas l'opposition classique, mais c'est ces groupes armés là, et on ne saurait régler durablement le problème si on ne les associe pas. Donc il y a ces rencontres là qu'il faut saluer, je pense qu'après on a écouté certains représentants de ces forces, ces groupes politico-militaires là s'exprimer, se réjouir de cette initiative d'avoir des pourparlers avant le dialogue national. C'est vrai que certains ont posé des conditions qui vont pouvoir, on ne sait pas quelle réponse le pouvoir de N'Djamena va donner à ces conditions-là. On parle d'amnistie, on parle de libération des prisonniers politiques, y compris donc les rebelles qui ont été arrêtés. Et on ne sait pas quelle solution, quelle réponse le gouvernement de N'Djamena va donner à cela, mais je pense aussi que il faut y aller, il faut aller vers là, parce qu'après la guerre, il faut faire la paix. Et si la réconciliation doit passer par là, je pense que ce comité technique l'a mis en place donc par le président tchadien, le jeune président, va pouvoir lui donner ces conseils-là et demander à ce que l'effort soit fait en vue de la participation effective donc de ces groupes armés-là. Et il y a une question de médiation aussi qui est posée par ces groupes-là qui souhaitent des médiateurs neutres, en tout cas un médiateur international. Et c'est de bonne guerre et on espère que ça va aboutir et qu'on verra donc autour de cette table-là, autour de ce dialogue-là, tous les Tchadiens, même ceux qui depuis des années sont dehors de ce pays pour des raisons liées à des conflits. Alors, avant que Adam Adjornou nous parle de ces médiations, Horus Donkovi, oui, il y a eu déjà une étape propédeutique. Je pense que Germain Pouli l'a dit tout à l'heure. Il y a l'ancien président Gougouni Wedei qui a présidé un comité technique spécial qui a pris langue avec les groupes rebelles. Cela prouve à suffisance que le pouvoir de N'Djamena a envie de bien faire les choses. Euh, oui, mais mettons que cela prouve à suffisance que, comment dirais-je, ils ont besoin d'une personne charismatique qui puisse tenir en respect les rebelles, en fait.
qui inspire le respect aux rebelles et qui va influencer leur ardeur au combat, dans le sens où, comme je disais, je ne vois pas la junte au pouvoir tenir face à des rebelles et face à une instabilité politique au sein du Tchad. Donc il faut quand même pouvoir résoudre ce problème-là. Après, mettons que ce qu'il nous faut, c'est ce qui se dira au sein de ces négociations. C'est-à-dire, est-ce que on va vers des élections ou est-ce que on va vers un enracinement de la junte au pouvoir au niveau du Tchad? Donc ben, l'avenir nous dira un peu comment cela se construit, quoi. Mais fondamentalement, je me dis, comme je disais dès le début, que il faut, disons, le gros questionnement, c'est quel va être le niveau d'implication de la société civile et en l'occurrence de ces communautés qui, dès les indépendances du Tchad, sont à couteau tiré. C'est-à-dire, je pense que le problème du Tchad, il va au-delà de Déby, il va au-delà du Sénabré. Il date depuis l'indépendance du Tchad avec Tombalbaye et il va falloir que le Tchad se réconcilie avec son histoire pour pouvoir aller de l'avant. Tant qu'il y aura des germes dans le processus de paix, tant qu'il y aura des germes dans l'élaboration de la République, ben, on retrouvera les situations conflictuelles qu'il y a. Déjà, le problème de débit avec l'organigramme de l'état-major, son conflit il n'y a pas longtemps avec son neveu qui est donc actuellement le cousin du président de la junte actuelle et ainsi de suite, qui sont de la même ethnie, je pense que ce sont des Agawa, qui sont de la même ethnie, et ainsi de suite, bon, présage de ce qui peut arriver dans le futur. Dans le futur. Oui, Adam Adjornou, on avait vu l'actuel président congolais de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, qui avait appelé les acteurs politiques tchadiens à aller à ces discussions. Est-ce qu'il va jouer la médiation? Oui, la médiation venant donc d'un dirigeant de l'Afrique centrale serait quand même très mal perçue au niveau du Tchad. Lorsqu'on sait que pratiquement ces pays-là ont des similitudes dans ce qui concerne donc aussi bien la gouvernance, des gens qui sont toujours tacites sur un certain nombre de questionnements donnés. Mais ce qu'il faut faire savoir, c'est que moi je pense que la nature et l'ampleur des justificatifs donnés aussi par la junte, mais également les divergences au niveau des priorités, feront que cette junte-là, Mamadi Dibédu, lorsque nous le prenons, d'abord c'est sa volonté qui va donc peser sur les choses, mais cette médiation-là d'abord, moi je pense qu'appeler donc une médiation sous-régionale, voire internationale, ne rendrait pas service donc au Tchad. Il faudrait quand même que les Tchadiens en eux-mêmes, comme déjà les bases sont en train de se poser, prouvent que de part et d'autre, on a donc l'assentiment de pouvoir retrouver un pays qui s'est donc réconcilié donc avec son passé, qui est une émanation d'abord de ses filles et fils, que de pouvoir donc chercher quelqu'un qui viendrait véritablement peut-être jouer en faveur d'une puissance, puisque c'est la question qui revient au devant de la scène pour la plupart du temps, ne rendra pas service. Puis on l'a vu également lorsque l'Union africaine ou carrément l'Union avait déployé, disons, un émissaire qui était d'ailleurs même contesté. C'est l'Union africaine. Tout à fait contesté au niveau du Tchad. Moi, je pense que les Tchadiens en eux-mêmes quand même peuvent essayer quelque chose. Et si d'aventure cela ne réussissait pas, on peut véritablement donc faire recours à cette médiation internationale qui, à mon humble avis, ne serait pas souhaitable dans ce cas de figure. Vous voyez quelqu'un pour la médiation, Germain Poli? Ben, il y a plusieurs médiations déjà qui se font. Il y a déjà pour être là où ils sont aujourd'hui, il y a eu quand même des rencontres dans d'autres pays avant le Caire et Paris. Je pense que même la capitale togolaise a servi de cadre pour la de facilitation. Voilà, de facilitation de rencontres donc entre les autorités tchadiennes et l'opposition armée. Et dans du Tchad, ça veut dire qu'il y a sur ce chantier déjà des médiateurs, même s'ils ne sont pas officiellement investis, qui ont fait un travail à ce niveau. Peut-être qu'il y en a encore d'autres et qu'il y en aura encore d'autres, mais toujours est-il que pour que deux frères ennemis se parlent, il faut toujours quelqu'un pour les accompagner. Parce qu'ils ne seraient pas arrivés là
s'il y avait eu cette volonté de dialoguer depuis le début, donc il y a eu le conflit qui est vite arrivé. Aujourd'hui, vous savez, la guerre, elle est épuisante aussi hein, pour tout le monde. Hein, que vous soyez au pouvoir en train de vous défendre ou que vous soyez ailleurs en train de vouloir venir conquérir le pouvoir, c'est toujours pas aisé. Et à partir du moment où Déby est parti, aujourd'hui, je pense que le Tchad, qui a d'autres problèmes que les problèmes politiques, devrait saisir cette occasion-là pour pouvoir avancer. C'est ce que les uns et les autres essaient de faire. Donc la médiation, elle est souhaitable si l'un des camps l'exige. Ici, il y a certains groupes politico-militaires qui demandent déjà cette médiation-là. C'est un problème de confiance en réalité. Souvent, les gens ne se font pas confiance et ils ont besoin de témoins ou de facilitateurs ou de médiateurs pour accompagner ce genre de discussion. Si c'est une exigence qui n'est pas la mer à boire pour le pouvoir de N'Djamena, je pense qu'il faut pouvoir passer par là parce que, comme je l'ai dit, s'ils en sont arrivés à ces deux rencontres-là, c'est parce qu'il y avait aussi d'autres rencontres préparatoires qui s'inscrivent dans la droite ligne. Donc les médiateurs, ils sont déjà là pour la plupart. Hein. Vous avez parlé de Sassou Nguesso là. Il y a le président togolais aussi qui travaille sur ces dossiers-là et probablement aussi qu'il y a des autorités françaises donc qui accompagnent ces travaux préparatoires-là. Donc vivement, bon, l'essentiel n'est pas qu'il soit nommé officiellement, mais c'est qu'il puisse aboutir dans la mission qui est la leur, celle de faciliter. Et donc cette discussion-là pour amener tous les Tchadiens, les fils et les filles de ce pays-là, à ce dialogue national qui est important pour un nouveau départ. Allez, on quitte N'Djamena pour Khartoum. Ce n'est pas seulement la capitale soudanaise qui va vivre les manifestations monstres à venir le 30 octobre précisément, mais aussi des villes de province. Coup d'État donc au Soudan, malgré les décès, les jeunes Soudanais comptent défier les autorités, la junte militaire au pouvoir actuellement. Alors, au risque donc, ils promettent de déloger les militaires et vouloir forcément un retour à l'ordre civil dans ce pays. Ben c'est légitime, c'est compréhensible, surtout que si vous voulez, la violence va être la violence se fera parce que le pouvoir de Khartoum, le pouvoir militaire de Khartoum est à un Rubicon où pour imposer sa volonté, il va falloir qu'il réprime. Et les manifestants, eux, n'ont pas envie de se faire voler la victoire qu'ils ont pu arracher en éveissant Mohamed El-Béchir. Donc ça va être, malheureusement, ça promet d'être violent parce que si le pouvoir arrive à réprimer, les militaires s'installent. Si le peuple arrive à les faire plier, ce sera le peuple qui retrouvera un tant soit peu ses acquis. Mais ce qui je trouve est peut-être dramatique dans l'histoire, c'est que, comment dirais-je, je pense que les différents acteurs auraient pu éviter cela. Parce que il s'agit de militaires qui ont travaillé avec l'ancien président et qui ont peur d'être déportés à la haie, je sais pas, à la CPI. Il s'agit d'hommes politiques qui sont nouveaux à la tête du Soudan et qui vont peut-être de façon radicale faire des collaborations, accepter des compromis qui n'étaient pas acceptables avant au Soudan. Donc on est dans deux extrêmes. Et il faut que ces acteurs se réunissent pour décider de la vision qu'ils ont pour le Soudan. Je ne crois pas que les Soudanais, en tout cas qu'une perspective viable pour le Soudan soit d'opter pour le tout libéralisme, le tout pro-occidental,
ou qu'il soit d'opter pour, comment dirais-je, la radicalité qu'on a pu connaître avec Omar El-Béchir. Donc il faut que les acteurs puissent trouver le juste milieu. Euh, Au niveau de la justice, par exemple, je pense que il faut qu'on puisse juger sur le territoire, ou qu'on puisse juger dans la région. Je suis moi aussi contre cet automatisme qui consiste à capturer chez nous et à exporter nos prisonniers. Je pense que les militaires qui sont coupables de crimes au Soudan peuvent être jugés au Soudan, ou peuvent être jugés par une cour Vous surrégionale comme pensez qu'en réalité, c'est ce qui a poussé ces militaires ça à peut, revenir en France? ça peut C'est l'un motiver. des Alors, facteurs. ça peut être l'un des facteurs, et puis ça peut être aussi un facteur idéologique, parce que pour moi, je trouve présomptueux de pouvoir changer radicalement des personnes qui ont vécu 10, 20, 30, 40 ans dans une directive idéologique particulière. Donc, du jour au lendemain, se retrouver avec un discours très pro-occidental où on va ouvrir les frontières à des investissements, je sais pas, occidentaux et ainsi de suite et tout ça, peut froisser une certaine élite soudanaise qui était beaucoup plus penchée vers la Chine, la Russie, les pays arabes et ainsi de suite. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Le Soudan a déjà été victime de sanctions. Le Soudan a déjà subi une partition. Le Soudan a déjà subi des groupes rebelles qui ont été armés par les Occidentaux. On voit ce qu'ils ont fait du Soudan du Sud, ce n'est pas fameux. Le Soudan est un pays riche qui suscite les convoitises. C'est un pays riche en ressources minières. Donc il faut trouver le juste milieu. Celui qui n'offusque... parce qu'il faut pas faire l'amalgame. Le peuple soudanais s'est battu pour la démocratie au sein de son pays, donc pour avoir le droit de s'exprimer et de décider d'une certaine optique de développement. Mais cela ne sous-entend pas que le peuple soudanais a décidé d'épouser un certain type de vision pro-occidentale, très capitaliste, très néolibéraliste, qui, on connaît, va vers certains excès. Donc il ne faut pas que le combat de ce peuple-là soit récupéré. On voit ce que ça a donné en Libye, on voit ce que ça a donné dans d'autres pays. Donc je pense que les acteurs, qu'ils soient militaires ou qu'ils soient politiques, peuvent causer d'un développement du Soudan, mais d'un développement du Soudan rêvé par les Soudanais. Je vais m'arrêter avec ce constat-là. Moi, je me souviens, avant qu'on avait des médias occidentaux qui nous parlaient du Soudan comme, si vous voulez, un État islamiste, voilà, très extrémiste. On parlait de l'extrémisme de Béchir et ainsi de suite. La fois dernière, j'allume ma télé et ce qui m'a fait sourire dans le constat, c'est que au Soudan, j'ai vu une population sortir avec des hommes et des femmes côte à côte qui manifestaient. Ce qu'on n'a pas vu par exemple au Bahreïn quand il y a eu des manifestations. Donc c'est pour dire que il y a l'image que l'on nous vend à l'extérieur et puis il y a les réalités du pays même. Il faut laisser les gens de ce pays décider de leur perspective. Alors, Adam Adjaranou, depuis lundi 25 octobre, c'est la date du coup d'État au Soudan. On parle de plus de 10 morts. Alors, le 30 précisément, les jeunes comptent défier le pouvoir en place. Il y a déjà des arrestations arbitraires. Il y a également des tueries, des corps qui sont cachés. Vous pensez aussi que cette journée va être particulière pour le peuple soudanais? Vous savez, je pense que la situation du Soudan se résume en deux arguments, hein. La force de l'argument, mais également ou l'argument de la force. Aujourd'hui, on constate que la force de l'argument avancé par ces jeunes-là semble épouser un peu la vie de la communauté internationale. Or, on constate qu'au niveau de la junte actuellement, qui béquille pratiquement, puisque c'est vrai qu'ils ont emprisonné ou carrément mis le Premier ministre sous surveillance, certains hauts dirigeants sont arrêtés, etc. Mais ils ne sont pas sortis de l'ornière, puisque de toutes les façons, ils ont face à eux une population qui ne veulent pas lâcher prise. Surmotivé. Tout à fait. Donc, on constate que eux, ils avancent l'argument de la force pour réprimer. Et ça, on va le constater depuis ce coup d'État-là, qu'il y a eu des répressions assez violentes
et qui ont conduit à des morts. Donc c'est vrai que c'est un bilan assez mitigé. On parle de 10-11 morts. Mais chacun à son niveau essaie d'aiguiser un peu ses stratégies. En témoigne le fait que les manifestations de demain ne vont pas seulement se résumer au niveau de la capitale, mais également au niveau de la province. Ce qui semble déjà donner un peu du fil à retordre donc, aux militaires qui auront des problèmes également d'effectifs pour véritablement donc contenir. Puisque c'est vrai, le symbole du pays, c'est la capitale. Mais au même moment, nous avons des lieux stratégiques au niveau de la province qu'on ne va pas perdre de vue. Ils ont également besoin de pouvoir donc sécuriser ces lieux-là. Mais moi, je pense que cette stratégie avancée par ces jeunes-là qui sont déterminés à véritablement donc réarracher encore cette lutte-là menée par le passé, cette détermination déjà met en difficulté cette junte-là au pouvoir qui est déjà frappé à la porte-monnaie, compte tenu du fait que les sanctions au niveau de la communauté internationale, sanctions pleuvent. Voilà, vous avez constaté également au niveau de l'Union africaine qui avait sauvé entre-temps ou qui a permis de renforcer, disons, cette révolution-là, a envoyé pratiquement, il y a des émissaires qui seront probablement déjà à Khartoum aujourd'hui et demain pour amener, et là, ils ne vont quand même pas faire dans la surmesure. Ils sont quand même déterminés à pouvoir dire que voilà, il faut fondamentalement que les civils reviennent au pouvoir. Ce que ne semble pas refuser. Elle sera écoutée par, lorsque vous, par Khartoum. Non, la dernière sortie du chef de la junte, je pense qu'il ne semble pas nier ou carrément refuser cette approche-là avancée par la communauté internationale. Mais quel type donc de société civile ou carrément de civils sont des civils choisis par lui qui veut donc imposer? C'est là où il y a donc véritablement donc le clivage. Donc pour la population, ils ne veulent pas que ce soit lui qui choisisse ces civils qui l'imposera. Sinon, moi je l'ai dit, je pense que lors de mon dernier passage, je dirais, à quoi bon d'arriver donc à ce coup de force-là, si tel est que on savait qu'on devait revenir pratiquement à la même formule. Oui. Donc je pense que lorsque, au fil du temps, on comprend que, en fait, ce coup de force-là était un peu prémédité, pour la simple et bonne raison que je pense que la cohabitation avec les civils et certaines conciliations avancées par ces militaires-là n'avaient pas requis l'assentiment donc de ces civils-là qui étaient au pouvoir, notamment le fait qu'ils savent qu'ils ont quand même derrière eux des passifs assez importants qui risquent donc de les rattraper. Oui. Et qu'ils ont voulu véritablement négocier, mais là, ils compliquent leur situation. Tout à fait, au niveau de la détermination, pouvoir donc faire juger certaines personnes a conduit pratiquement, lorsqu'on sait que pratiquement cette transition tourne pratiquement à sa fin et qu'on mettra en place des institutions ou carrément après élection des hommes légalement donc élus, donc cela risque de leur attraper. Donc il faut aller vite. Donc peut-être gagner du temps en faisant en sorte que de toutes les façons aujourd'hui on constatera quand même que si on arrivait donc à la formule d'antan en imposant donc les civils au pouvoir, on va toujours gagner du temps puisque les 3 ou 4 ou 3 ans restants pour donc aller aux élections va encore connaître, disons, une prorogation bis et donc leur permettre de pouvoir donc peaufiner des stratégies pour éviter ou quand même permettre donc à ces civils-là de faire en sorte d'amnistier ces gens-là, ces généraux-là, qui sont également des gens puissamment lorsqu'on parle donc de la richesse, etc. Ouais. Donc c'est en ce sens que je dis que la communauté internationale, c'est vrai qu'il a avancé des pions qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, semblent être des pions qui sont des pions assez gagnants au niveau même de les deux camps d'ailleurs même, mais devaient donc pousser plus loin, faire en sorte que cette junte-là ne puisse pas donc imposer dans leur désiderata au niveau même de la gouvernance à venir, mais il faudrait que la raison du peuple puisse prévaloir et faire en sorte que ceux qui doivent être jugés le soient. Peu importe maintenant le canevas choisi dépendra des assises ou carrément de cette gouvernance-là assortie dans des élections à venir. Alors, Germain Pouli, au départ, on a vu les pro-armés aussi manifester. Finalement, ils sont engloutis par la volonté populaire. On ne les voit plus. Bon, la volonté populaire, il faut savoir où elle se trouve. Il faut une élection pour savoir où se trouve le peuple, mais toujours est-il qu'un gouvernement militaire mal vu déjà, parce que l'armée, on connaît son rôle, il faut qu'elle se cantonne dans ce rôle-là. Et cette armée est une armée qui a été pratiquement au service d'Omar el-Béchir avant de le renverser
parce qu'il ne s'agit pas aussi de dire que c'est les manifestants qui ont chassé El-Béchir. L'armée est venue L'armée achever le est travail. venue finir le travail comme au Mali et un peu partout. Donc il faut que les civils collaborent toujours avec ces armées-là qui chassent ou qui les aident à chasser les présidents, même s'ils sont à l'origine des mouvements qui font partir ces présidents-là. Et on a vu un peu comment la transition, déjà l'organisation de la transition a été très très difficile au Soudan pour la composition des organes. Les civils voulaient prendre le contrôle alors que les militaires également. Et aujourd'hui, la question cruciale, c'est celle d'envoyer des personnalités à la CPI. Je pense que les Africains devraient comprendre que l'Afrique en général est opposée à cette cour-là depuis quelque temps. Et pour finir avec le feuilleton Gbagbo, les Africains ne sont pas pour la CPI. On a vu en Gambie après l'élection pratiquement, et Agamben avait reconnu sa défaite. C'est quand cette histoire de la CPI est sortie au détour d'une interview que le gars est revenu sur sa défaite. Donc, il faut que les civils comprennent qu'on ne peut pas envoyer tout le monde. On veut la justice, certes, mais vous êtes avec des gens qui étaient avec Béchir et qui lui ont tourné le dos et qui l'ont renversé. Maintenant, si Béchir doit être jugé, surtout à l'extérieur, c'est que ces généraux-là et plusieurs officiers devront aller aussi, parce que ce qui est sûr, c'est que Béchir n'a pas exécuté ces actes-là lui-même. Il a été commanditaire peut-être, mais il y a des exécutants qui font partie de ceux-là qui ont aidé les populations à chasser justement Béchir. Je crois que c'est toujours une erreur que ces civils-là qui descendent dans la rue, qui est soutenu après par l'armée, commun. Et puis ce n'est pas le rôle de la transition de gérer ce genre de questions. Exact. Donc il faut se limiter à la transition. Ce pourquoi on est venu, organiser des élections et que les autorités qui découleront de cette transition-là, qu'ils prennent le destin du pays en charge. Aujourd'hui, des arguments sont donnés à ces militaires-là de revenir au pouvoir. Et les civils qui vont reprendre les marches parce que se disant que c'est à force de marcher que Béchir est parti, mais il ne faut pas oublier que ces militaires-là ont un soutien solide qui est le président égyptien, qui est un président aussi qui est arrivé au pouvoir là, en faveur d'un coup d'État, les gens sont descendus dans la rue, le président Mohamed Morsi, qui est des frères musulmans qui était élu, a été chassé depuis, Al-Sisi est devenu président militaire, après il est passé par les urnes pour se légitimer un peu. Et donc le Al-Sisi aussi du Soudan est un élève de l'Égyptien, et ce n'est pas évident que la manifestation de demain, quoique risque d'être des manifestations monstres, fasse fléchir cette armée-là. Ce qu'on craint, c'est une répression. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des dégâts, il y a des morts, mais demain, si ça ne se passe pas bien, on risque d'enregistrer plus de dégâts que ce qu'il y a eu depuis le début de la prise de pouvoir par les militaires. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir chercher des solutions soudanaises aux problèmes soudanais, au lieu d'écouter cette communauté internationale qui, sous le couvert d'un certain soutien financier au développement, impose des choses qui ne facilitent pas la vie, la stabilité, la sérénité dans les pays. Moi, je ne suis pas pour qu'on ne juge pas Omar el-Béchir, mais comme l'a dit Adam tout à l'heure, on pourrait bien le juger en Afrique, et les Africains ont réussi, quand on prend le cas Hissène Habré, à juger un ancien président en Afrique et à la satisfaction de l'opinion africaine. Donc on peut le faire aussi au Soudan, et il faut éviter des couacs, des petits problèmes qui viennent mettre en difficulté de transition d'un pays qui, il faut le dire, aspire à la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que ceux qui vont descendre dans les rues auront une oreille attentive
au sein de l'armée, est-ce qu'il y aura une scission de l'armée qui fera que C'est ça aussi. l'armée va finalement remettre le pouvoir? C'est pas évident. Évident. Et on espère tout simplement qu'il y aura moins de dégâts et que la communauté internationale utilise à la fois les pressions et le dialogue pour amener le Soudan à la remettre sur selle pour la suite de la transition. Allez, on marque la pause pour le journal. On revient avec nos invités pour la suite.